écouté donc cette seconde intervention qui effectivement est très éloignée pour différentes raisons de la première intervention. Je suis ravi d'accueillir Madame Lucie Crespin, agrégée de philosophie, chargée de cours à l'Université de Tours, doctorante à l'Université de Strasbourg, avant une double tutelle peut-être avec l'Université allemande. En fait, elle connaît le lycée Descartes, elle a même fait cours au lycée Descartes il y a quelques années. Et elle va nous parler effectivement d'un auteur que vous avez peut-être rencontré cette année, qui sans nul doute effectivement est un des auteurs les plus importants, quoique très controversé au XXe siècle, celui qui a été le maître aussi bien, alors si je dis de Hannah Arendt, sans doute en avez-vous entendu parler, hein, aussi bien Hans Jonas, une des grandes figures de la pensée effectivement écologique, aussi bien Günther Anders, un des grands penseurs effectivement de la technologie. Et donc, elle va évoquer effectivement quelque chose que nous pointions ce matin, c'est-à-dire des formes de violence plus ou moins invisibles qui seraient l'effet effectivement d'une certaine culture qui endormirait l'âme humaine ou qui la ferait passer à côté sans doute de son accomplissement, de son authenticité. Et en remerciant encore Lucie Crespin d'avoir bien voulu se déplacer, nous lui laissons la parole. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, je me permets de remercier Bruno pour son invitation, qui me donne l'occasion de vous parler effectivement de Martin Heidegger et plus précisément de la place qu'occupe dans sa pensée la notion de violence. Martin Heidegger est un philosophe allemand, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, et il est l'auteur, entre autres beaucoup d'ouvrages, de Être et temps, paru en 1927. Ce livre, entre autres, constitue le lieu d'une analyse de la nature humaine, de son rapport au temps, à la mort et au monde. Pour présenter les choses d'une manière extrêmement simplifiée. L'une des constantes de la pensée de Heidegger est la critique nette et virulente de l'emprise de la technique sur le monde moderne. Dans une conférence célèbre de 1953, intitulée « La question de la technique », Heidegger prononce une phrase qui est restée célèbre: « L'essence de la technique n'est rien de technique ». Cette conférence sera donc le lieu d'une analyse de la violence intrinsèque de la technique, fondée sur l'appartenance de celle-ci à une forme de pensée calculante, une forme de pensée qui aborde les choses et les êtres en les mesurant, en les calculant, afin de les utiliser et de les exploiter. Le diagnostic de Heidegger est clair, notre époque est soumise au règne nihiliste de la technique, dont l'essence, le mode opératoire, constitue ce que Heidegger appelle le Gestell en allemand, ce qu'on peut traduire par dispositif ou encore par dispositif computationnel. Ce dispositif est ce qui nous amène à considérer les choses et les êtres comme des ressources mesurables, calculables et surtout exploitables. Ainsi, Heidegger nous avertit. Je le cite, toujours dans la conférence de 1953, « Nous ne percevons jamais notre rapport à l'essence de la technique aussi longtemps que nous nous bornerons à nous représenter la technique et à la pratiquer, à nous en accommoder ou à la fuir. » Il ajoute, plus loin, « Quand cependant nous considérons la technique comme quelque chose de neutre, c'est alors que nous lui sommes livrés de la pire façon. Car cette conception, qui jouit aujourd'hui d'une faveur toute particulière, nous rend complètement aveugles en face de l'essence de la technique. » En d'autres termes,
La technique chez Heidegger n'a jamais un sens étroitement technologique, elle ne se limite pas à des objets. Et surtout, elle n'est pas seulement un ensemble de moyens pour des fins qui seraient eux-mêmes moralement neutres et dont seul l'usage, lui, pourrait être dit bon ou mauvais. En d'autres termes, il n'y a pas d'objet technique qui serait moralement neutre et auquel nous adjoignerions un usage bon ou mauvais. Au contraire, la technique possède en son essence ce qu'il appelle une signification métaphysique. C'est un type de rapport que l'homme moderne entretient avec le monde. Et ce rapport porte en lui une violence certaine lorsqu'il en va de la technique moderne. Ce rapport est celui de la réquisition. Ainsi, le passage de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture moderne n'est pas simplement le passage d'une agriculture avec des outils rudimentaires à une agriculture mécanisée. Il y a toujours eu des objets techniques et des outils en agriculture. Ce qui change, c'est que l'agriculture moderne réquisitionne ou transforme la nature. Par exemple, on met des engrais dans les champs, parfois emplis de produits dangereux ou suspectés de l'être. On n'utilisera plus de fumier. Ou encore, on ne plante plus seulement des bananes sous des latitudes qui leur sont adaptées. On les fait pousser en Islande, sous serre, par exemple. Ce qui change, ce ne sont pas tant de nouveaux outils qu'un nouveau rapport au monde. L'exemple le plus connu que prend Heidegger pour illustrer ce rapport à la technique est celui du fleuve du Rhin. Heidegger nous explique que la technique ancienne laissait le fleuve être ce qu'il est. Il parle du pont que l'on place pour pouvoir traverser le fleuve. Le pont, ici, est un objet technique grâce auquel l'homme s'adapte au fleuve pour pouvoir le traverser, cela sans l'exploiter. Il ne commande pas le cours du fleuve. Tout change lorsque la technique moderne permet l'installation d'une centrale électrique sur le Rhin. Le Rhin devient alors un fonds disponible, un stock d'énergie dont on passe commande. La réalité qu'est ce fleuve va donc se dévoiler d'une nouvelle manière. Il fournit maintenant, sur commande, une pression hydraulique aux turbines de la centrale, à partir desquelles on produit un courant électrique qu'on stocke, qu'on met en réserve, pour pouvoir s'en servir sur commande. Et le fleuve en vient à n'être plus considéré que comme ce stock exploitable d'énergie et rien d'autre. Dès lors, nous n'avons plus affaire à des choses, on reviendra sur ce concept, mais bien à tout ce qui, dans une perspective utilitaire, a vocation à entrer dans ce que Heidegger appelle des fonds disponibles, lesquels doivent pouvoir être constituables, livrables et remplaçables en tout temps, au fin du moment. C'est-à-dire pour le but que l'on s'est donné à un moment précis. Or, ce sont, pour Heidegger, ce qu'il appelle tous les étangs, c'est-à-dire tous les êtres qui sont ou qui existent, les étangs E-T-A-N-T-S, ce sont bien tous les étangs, y compris l'homme, qui se trouvent menacés par cette extension sans borne du domaine de la technique. La technique nous fait changer notre rapport au monde et au réel, et c'est en cela qu'elle est violente. Le réel devient pour nous un fonds disponible et surtout exploitable, et le risque est aussi
que l'homme devienne, lui aussi, un pur outil exploitable pour lui-même. Par exemple, mais pas seulement, dans le cadre de son travail. Le danger de la technique moderne est donc son pouvoir de s'insinuer partout, dans tous les domaines de l'existence. À partir de cette critique de la technique, qui est un des éléments les plus connus de la pensée de Heidegger, on pourrait s'attendre volontiers à ce que Heidegger critique la pratique de la guerre. En effet, la guerre, par définition, est ce qui mobilise des objets techniques et technologiques, depuis les armes à feu jusqu'aux drones, en passant par les bombes. Elle se définit également comme le lieu de la violence par excellence. C'est en cas de guerre qu'est levé l'interdit du meurtre, quand bien même les États-nations ont tenté et tentent de légiférer sur le droit de la guerre. La guerre est le lieu de la violence par définition, en tant que, tout d'abord, elle suppose nécessairement l'usage de la force et de la violence physique. Violence dirigée d'une manière intentionnelle contre un groupe ou un individu. Et cette violence a pour but de lui causer des dommages, dommages pouvant bien évidemment aller jusqu'à la mort. Or, on ne retrouve pas chez Heidegger de critique de la guerre. Et cela, malgré le fait qu'il ait vécu les 2 guerres mondiales, qu'il ait été envoyé au front dans les Ardennes durant la Première Guerre mondiale, et malgré le fait que, à son époque, plusieurs intellectuels pacifistes vont s'employer, soit au début de la guerre, soit après avoir fait l'expérience de celle-ci, vont s'employer à démontrer l'absurdité de la Première Guerre mondiale, ainsi que la volonté aveugle de continuer une guerre perdue depuis longtemps par l'Allemagne. On ne trouve rien de tel qu'une critique de la guerre chez Heidegger, bien au contraire. Il rejoint, par certains aspects de sa pensée, les tenants de ce que l'on a appelé l'idéologie de la guerre. Plus encore, il maintiendra ses positions après-guerre, en apportant, notamment au début des années 30, on l'a dit, un soutien au Parti national-socialiste, dont il a pensé, à une époque, qu'il rendrait à l'Allemagne sa grandeur perdue. Heidegger ira même jusqu'à expliquer dans une conférence, dans les années 50, que les bombes à hydrogène ne sont vraiment dangereuses que si elles n'explosent pas. Pourquoi? Parce qu'en n'explosant pas, elles nous permettent de continuer de vivre dans l'âge de la technique, dans l'âge atomique, et elles ne précipitent pas sa fin. La bombe est plus dangereuse si elle n'explose pas. Je vous laisse apprécier le paradoxe. Pour Heidegger, ce que les moyens de la technique nous préparent, c'est une agression contre la vie et contre l'être même de l'homme en général, non pas contre l'individu. Heidegger s'intéresse finalement fort peu à l'individu, mais contre l'homme en général. Et au regard de cette agression, dit-il encore, l'explosion d'une bombe à hydrogène ne signifie pas grand-chose. Que signifie donc cette typologie de la violence qui semble hiérarchiser la violence en violence concrète et violence contre l'homme en général, la seconde apparaissant à Heidegger comme bien plus dangereuse et bien plus préoccupante. Ce qui l'inquiète,
n'est pas tant que le monde se technicise complètement, il est beaucoup plus inquiétant à ses yeux que l'homme ne soit pas préparé à cette transformation, que nous n'arrivions pas encore à nous expliquer valablement, par les moyens de la pensée méditante, ce qui émerge sous nos yeux à notre époque. La violence aura donc, pour Heidegger, un double visage, qui, au fond, n'est paradoxal qu'en apparence, selon lui. Contre toute attente, pour lui, la technique porte en elle la possibilité que l'homme soit sauvé. Si vous préférez, c'est parce que la violence de la technique est le lieu du plus grand danger pour l'homme qu'elle est également le lieu de la possibilité d'un salut de l'humanité. Mais ce salut, pour advenir, doit passer par la réalisation de ce qu'est la violence faite à l'être, mais aussi par l'établissement d'un nouveau rapport à celui-ci. Il nous faut, ni plus ni moins, changer de rapport à l'être. Je vais donc vous proposer l'exploration de plusieurs questions. Tout d'abord, on se demande comment Heidegger peut soutenir à la fois une critique virulente de la technicisation du monde, tout en semblant épargner le lieu par excellence de l'expression de la violence, c'est-à-dire la guerre. Ensuite, on essaiera de comprendre en quoi le lieu du danger le plus extrême, de la possibilité imminente de notre mort, est également, et pour cela, le lieu de notre possible salut. Et enfin, nous tenterons de comprendre quel nouveau rapport à l'être Heidegger nous enjoint à trouver sur un sol nouveau qui nous serait offert. Tout d'abord, je voudrais vous dire quelques mots de contextualisation sur ce que l'on a appelé l'idéologie de la guerre, en allemand Kriegsideologie. Cette idéologie de la guerre fera de la violence une notion, une situation révélatrice qu'on opposera à une vie quotidienne proprement aliénante. Tout d'abord, le terme est à l'origine né sous la plume de Thomas Mann, écrivain fameux, qui passera d'option belliciste à une option pacifiste par la suite, mais qui défendra donc tout d'abord cette idéologie de la guerre, notamment dans les considérations d'un apolitique. Il n'est évidemment pas le seul à soutenir cette idéologie. Entre autres, on retrouve ces propos sous la plume de Ernst Jünger, qui a combattu pendant la guerre et auteur, entre autres, des fameux orages d'acier. Tout d'abord, quelques mots sur l'idéologie de la guerre. La guerre se définit, on s'en doute, comme le lieu de la violence par essence. Et cette violence a trouvé dans l'histoire des discours pour la justifier, ou au moins pour l'expliquer. Ce terme prend racine dans l'idée soutenue par un certain nombre d'intellectuels européens, et en particulier allemands, qui ont analysé la Première Guerre mondiale, non pas tant comme un conflit dont les causes auraient été économiques, mais plutôt comme un conflit entre des idéaux et des visions du monde opposées. Autrement dit, la Première Guerre mondiale est avant tout une guerre de croyances et d'idéaux
bien plus qu'une guerre fondée sur des intérêts économiques. Ce caractère prééminent de l'idéal, qui est bien plus moteur de l'action que l'économie, est solidaire de l'affirmation par de nombreux intellectuels allemands au début du XXe siècle, selon laquelle l'approche économique et matérielle du monde, portée par le marxisme, révélait finalement ses failles. Le monde n'est pas matériel et est bien moins déterminé par l'économie que l'on ne le pense. Ainsi, les partisans de l'idéologie de la guerre décrivent celle-ci comme l'expérience d'une insertion du moi dans une communauté organique, c'est-à-dire une communauté liée par le sang, liée par la camaraderie et par l'expérience commune du danger imminent de la mort. Le tout par opposition à une société mécanique où les rapports entre les individus sont froids et sont régis par la loi, par les règles, mais pas par l'affectivité. On vit en société parce qu'il le faut bien, on vit en communauté parce que nous y sommes profondément attachés. Cette violence de la guerre s'incarne dans le danger imminent de la mort, danger qui fait évoluer à la fois le statut de la mort pour l'être existant, pour ce que Heidegger nomme l'être là, ce que on traduit ou pas, l'être là traduisant ou pas en français le terme Dasein, D-A-S-E-I-N. Le sens de la violence s'en trouve changé. Elle apparaît à la fois comme éducatrice et salvatrice. En d'autres termes, la proximité de la mort a une efficacité pédagogique et formatrice. Si le champ de bataille est le lieu privilégié d'une saisie du sens authentique de la vie, cela s'explique par le fait qu'il nous fait nous tenir loin de la quotidienneté et qu'il permet de conférer à l'existence humaine une profondeur, une intensité qu'il nous est absolument impossible de ressentir au quotidien. C'est en ces termes que s'exprimera par exemple Helmut Husserl, philosophe allemand, qui fut le maître de Heidegger, en expliquant, je le cite, que les idées et les idéaux sont de nouveau en marche et ils trouvent de nouveau un cœur ouvert pour les accueillir. La façon unilatéralement naturaliste de penser et de sentir perd de sa force. La détresse et la mort, tels sont aujourd'hui les éducateurs. Cela fait des années maintenant que la mort a cessé d'être un événement exceptionnel que l'on peut enfouir avec des conventions fastueuses et solennelles sous des tas de couronnes de fleurs et dont on peut altérer la sévère majesté. La mort a reconquis son droit sacré originaire, elle est de nouveau là pour attirer notre attention dans le temps sur l'éternité. Maintenant, quelques mots sur la question de la possibilité de la mort et de ce sentiment de communauté. Ce que nous dit Husserl, c'est que la possibilité de la mort n'est plus dissimulée sous les conventions, sous le hasard, la contingence. La mort n'est plus comprise comme un événement totalement contingent et immaîtrisable. Elle n'est plus seulement ce à quoi on ne pense pas trop, en se disant que cela viendra bien, quand cela viendra, et qu'on n'en sait rien. Elle se présente comme une sorte d'exercice spirituel qui nous extirpe nécessairement de la banalité, du quotidien et de la médiocrité, surtout, de ce quotidien. La violence est ce qui permet d'accéder à un sens plus authentique de l'existence. Cependant, l'entrelacement
du thème de la communauté et de la mort, en viendra parfois à décrire la guerre comme une forme de rite qui produira non seulement un sentiment d'ivresse, mais presque une forme d'extase mystique dans une guerre qui sera parfois élevée au rang de véritable divinité. On trouve notamment cette tendance chez Jünger. Comment la violence peut donc être éducatrice et salvatrice? Comment peut-on accorder une valeur formatrice à la violence, en d'autres termes? À une condition expresse. Cette violence n'est pas une violence individualiste. Ce n'est pas une violence, si vous préférez, qui servirait uniquement mes propres désirs ou mes propres intérêts. La guerre réalise la menace de la violence, elle l'appelle, elle la provoque, elle l'encadre même. Et cette réalisation collective de la violence permet de développer un idéal communautaire. Une communauté, encore une fois, forgée dans l'expérience de la mort et dans la camaraderie. C'est dans ces termes que s'exprimera le sociologue Max Weber, que vous connaissez peut-être pour ses analyses sur le savant et le politique, et pour son analyse du monopole de la violence légitime par l'État, qui a été quelque peu maltraité par certains hommes politiques. Max Weber parlera de cette communauté de la guerre, qui est aussi une communauté de la mort. Je vous fais part de sa citation. La guerre, comme réalisation de la menace de la violence, crée justement dans les communautés politiques modernes un pathos, un sentiment communautaire, suscitant ainsi un dévouement et une communauté inconditionnée du sacrifice parmi les combattants. Et de plus, la guerre donne aux guerriers quelque chose dont la signification concrète est unique. Le sentiment d'un sens et d'une consécration de la mort qui n'appartient qu'à la mort, à la guerre. Si vous préférez, on meurt pour quelque chose. Du moins, le pense-t-on. Nous mourrons persuadés que notre mort a un sens, même si ce n'est pas nécessairement le cas. La communauté de l'armée sur le champ de bataille a le sentiment, aujourd'hui comme à l'époque de l'ancienne communauté germanique, d'être une communauté jusqu'à la mort, la communauté la plus forte en son genre. Vous voyez à peu près dans quel bain idéologique se trouve immergé Heidegger, à la fois en tant qu'intellectuel, mais aussi en tant que soldat que l'on a envoyé combattre. Pour lui, la violence de la guerre a un sens, à ses yeux du moins, et elle a un but proprement philosophique, voire métaphysique. Pour lui, la violence de la guerre, en tant que violence liée à un but plus grand que soi, en tant que violence non individuelle, a pour vertu de nous arracher, même à notre corps défendant, à la quotidienneté. D'où le petit 3, quotidienneté et aliénation. Nous vivons, dans l'immense majorité du temps, sous le mode de la quotidienneté. Quotidienneté que Heidegger définit comme le fait d'être dans la moyenne. C'est littéralement ce que veut dire le terme médiocrité, être dans la moyenne. La plupart du temps, nous ne possédons pas notre existence en propre. Et c'est ce que Heidegger tentera de comprendre en élaborant ce qu'il appelle une analytique existentielle dans l'ouvrage Être et temps. Il tentera d'analyser l'être humain en tant qu'il existe
et en tant que, puisqu'il existe, il se pose à lui-même le problème de ce qu'il est. Il est un problème pour lui-même, il ne sait pas nécessairement qui il est. Et en ce sens-là, précisément, pour Heidegger, l'être humain est ce qu'il appelle un Dasein, D-A-S-E-I-N, un Dasein, on peut traduire donc par un être-là. C'est un être qui se pose à lui-même la question du sens de son existence et qui aura, de ce fait, la responsabilité de prendre en charge la dite existence, de la vivre de la manière la plus authentique qui soit. Et pour vivre cette existence de manière authentique, il faut, pour Heidegger, ne pas fuir la possibilité de notre mort. Or, la plupart du temps, et de prime abord, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, nous ne vivons pas notre existence de manière authentique. La plupart du temps, puisque nous ne pouvons endurer l'angoisse de la mort, nous cherchons à lui échapper. Dans la quotidienneté, le Dasein, à proprement parler, n'est jamais lui-même. Il rejoint ce que Heidegger appelle la masse, ou le troupeau, en des termes très clairement péjoratifs. En d'autres termes, nous rejoignons ce qu'Heidegger appelle le on. Le on impersonnel, général, par opposition au je. Nous cachons notre je derrière la masse, derrière le on. On fait comme on fait. On pense comme on pense. On se comporte comme il faut se comporter, en général. Et au lieu de reconnaître dans la mort notre possibilité la plus propre, ce que nous pouvons vivre qu'en première personne, ce devant quoi nous ne pouvons pas nous cacher, nous travestissons son sens et nous la transformons en un pur et simple événement qu'on ne peut pas maîtriser et auquel il faut penser le moins possible. Notre comportement est donc marqué par ce que Heidegger nomme une aliénation. L'aliénation, qui est un terme que je pense que vous devez connaître, vient du latin alien, alienus, qui désigne l'état dans lequel se trouve un individu qui devient autre que lui-même, alien, autre. Il devient autre que lui-même à force d'avoir des conditions d'existence dégradées. Il n'est plus lui-même. Ce thème est ancien dans la pensée allemande. Vous le trouvez bien entendu chez Marx, qui thématise l'aliénation de l'ouvrier que l'on va cantonner à des tâches mécaniques et répétitives dans son travail, lui arrachant toute la fierté qu'on pouvait retirer d'un certain savoir-faire. Et chez Heidegger, cette aliénation est davantage sociale. Pourquoi ? Elle ne se produit pas uniquement sous une pression extérieure de la société. Si vous préférez, elle vient de nous-mêmes. Nous avons en nous-mêmes une tendance qui nous pousse à nous perdre dans des façons d'être qui ne nous sont pas propres. Et finalement, notre tendance à vivre de manière médiocre, à vivre de manière inauthentique, vient tout d'abord de nous-mêmes, bien plus que d'une pression extérieure injuste qui nous serait infligée. Spontanément, nous n'avons pas envie de nous avancer en personne dans l'espace public et nous préférons bien davantage nous cacher derrière des comportements, des attitudes, des paroles qui sont communes, consensuelles et qui ne choqueront personne et nous éviterons l'exclusion sociale. C'est donc dans Être et temps, et plus particulièrement dans le paragraphe 27, que Heidegger va nous parler de ce glissement insidieux mais dangereux dans l'aliénation.
Ce glissement va se produire en 3 temps. Tout d'abord, dissimulation, puis conformisme, et enfin aliénation. Dissimulation, conformisme, aliénation. Le premier temps est donc celui de la dissimulation. Nous dissimulons à nous-mêmes notre être véritable ainsi qu'aux autres. Et en existant ainsi, nous perdons la possibilité d'une existence authentique au sens littéral de ce terme, c'est-à-dire une existence dans laquelle nous sommes en pleine possession de nous-mêmes, une existence de laquelle nous sommes le maître et par conséquent le responsable. Sous le mode du « on », je refuse de me connaître moi-même et surtout, je fuis le sentiment qui pourtant me révèle par excellence qui je suis, l'angoisse. Je fuis l'angoisse. L'angoisse pour Heidegger n'est pas la peur. Quand j'ai peur d'un objet donné. J'ai peur de quelque chose. À l'inverse, l'angoisse est quelque chose qui, pour Heidegger, colore notre monde propre. Quand j'angoisse, quand je suis angoissée, je n'ai peur de rien en particulier. Mais puisque je n'ai peur de rien en particulier, eh bien, mon angoisse porte potentiellement sur tout. Et c'est pourtant elle qui, dans les moments les plus extrêmes, évidemment la guerre en fait partie, qui me révèle, pour Heidegger, qui je suis, qui me met face à mes responsabilités d'existence, à ce que je veux en faire, et surtout à la possibilité de ma propre mort. La plupart du temps, cette angoisse, nous la fuyons. Nous préférons un commerce avec les autres, caractérisé par la méfiance, la distance, l'accaparement par les choses matérielles. Et nous préférons côtoyer les autres sans les connaître dans leur vérité. Autrement dit, les relations entre les êtres humains sont marquées par ce qu'on peut appeler la distante méfiance. Sous le masque des bonnes manières, des bonnes mœurs, vont percer l'envie, la jalousie, le ressentiment. Ce que l'on veut, c'est avant tout tenir une distance entre soi et les autres. Et pour cela, quoi de mieux, nous dit Heidegger, que de substituer le bavardage à la parole. Parler pour ne rien dire. Parler avec pour but effectif de ne dire rien. Voilà la juste distance avec autrui. Un lien, mais un lien faux, creux et vide. C'est ce qui amène à la deuxième étape de la gradation, le conformisme. Le conformisme va amener à niveler pour un individu ses possibilités authentiques d'existence. Le conformisme, pour Heidegger, est extrêmement répandu dans la société de son temps, en particulier dans la bourgeoisie. Finalement, nous faisons comme nous pensons qu'il faut faire, tout en ressentant pour autrui un mélange d'indifférence et de jalousie. Finalement, la plupart des hommes se trouvent être dans la moyenne et rejettent l'exceptionnel et le nouveau, en étant persuadés que tout a été fait et pensé dans ce monde et que rien de nouveau ne peut véritablement advenir. Enfin, troisième étape, l'aliénation.
l'individu devient autre que lui-même et se perd lui-même. Il ne se distingue plus des autres et se comporte strictement sur le même mode qu'eux. Heidegger dira « chacun est l'autre, EST, et nul n'est lui-même ». L'indifférence qui caractérise l'existence inauthentique, finalement, s'entend en deux sens. Nous sommes indifférents aux autres, à la fois au sens classique de l'indifférenciation, nous sommes les mêmes, nous ne sommes pas différents, et au sens de l'insensibilité, le sort d'autrui, mais indifférent. Et cette indifférence sera une manière de se décharger de la charge de mener notre existence en propre, d'affronter l'angoisse de la mort et la responsabilité de faire quelque chose d'authentique de notre existence. Pourquoi? Mais parce que ce que nous voulons, la plupart du temps, c'est une recherche de sécurité. Tout plutôt que d'affronter l'angoisse de l'absence de sens et de fondement de l'existence. Tout plutôt que de choisir ce que devra être mon existence. Tout plutôt que d'assumer ma liberté sur le fond d'une nécessaire incertitude. Vous l'aurez compris, Heidegger nous fait une apologie de l'incertitude et du danger qui l'oppose à la recherche de confort, de sécurité, qui pour lui est typique d'une certaine bourgeoisie, mais aussi de la vision matérialiste du monde, portée par le marxisme, mais aussi par la science positiviste au XIXe siècle, celle qui, vous le savez peut-être, ne recherche pas les causes des phénomènes, mais s'intéresse à leurs relations. En un mot, l'idéologie de la guerre, pour Heidegger, l'amènera à voir dans la technique en temps de guerre un exercice de violence par lequel viendra peut-être le début d'une nouvelle époque. Cependant, le caractère paradoxal de cette violence est le suivant. C'est cela qui va nous intéresser. Cette violence de la technique annihile notre sensibilité et donc notre capacité à ressentir la violence. D'où le grand 2. Le danger de la violence est avant tout celui de l'insensibilité, de l'indifférence, qui amène néanmoins à notre destruction. Tout d'abord, le paradoxe de la rationalité technique est le suivant. La technique est violente, mais nous ne ressentons pas cette violence parce que notre sensibilité, notre capacité à ressentir la détresse a été supprimée. Que veut dire Heidegger? Il nous explique que, encore une fois, la plupart du temps, nous recherchons certitude et sécurité. Et la technique nous offre cette certitude et cette sécurité. La technique et les objets qu'elle produit, pour nous, sont tellement évidents que nous ne les voyons plus. Nous ne concevons plus notre existence sans ces objets et nous ne nous rendons parfois même plus compte que nous en sommes rigoureusement dépendants.
la vie courante et le bon sens considèrent comme allant de soi l'usage de ces objets techniques. On imagine assez mal notre vie sans un certain niveau de confort, sans téléphone portable, sans Internet. Et nous imaginons très difficilement un rapport au monde qui ne soit pas régi par ces objets techniques. Dans le quotidien, les expressions comme « ça va de soi, pas de problème » traduisent cet aveuglement sécurisant. On s'installe dans une existence sécurisée, confortablement uniformisée, et dénoncée d'ailleurs par de nombreux intellectuels allemands de l'époque, cette dénonciation s'accompagnant parfois d'attaques antidémocratiques. Ainsi, vous trouvez de très nombreuses attaques contre le cinéma, contre les loisirs de masse, considérés comme, disons, légèrement abétissants, des attaques contre la radio, parce que c'est cet objet qui fait que dans les foyers, potentiellement, chacun écoute la même chose, y compris des discours politiques que plus tard, effectivement, on forcera les Allemands à écouter. L'époque de la rationalité technique semble aussi bien l'époque de l'évidence de la technique, mais aussi l'époque de la détresse causée par la technique. Pourquoi? Parce que au problème posé par la technique, nous ne voyons plus pour remède que la technique elle-même. L'évidence de la rationalité technologique et technique est trop puissante, elle est tellement puissante que ses fondements ne peuvent plus être interrogés, ni même être nommés. Par exemple, ce que Nietzsche appelle, repris par Heidegger, la volonté de volonté, la production pour la production, le fait de faire pour faire, de produire pour produire, le fait par exemple, rappelez-vous, de faire voler des avions dans des couloirs aériens avides pour ne pas les perdre, eh bien, cela, nous ne l'interrogeons plus. Nous le voyons comme une fatalité qui ne dépend pas de nous. Ces objets sont invisibles à force d'évidence. Si vous préférez, ils sont tellement présents qu'ils ne nous étonnent plus. Et c'est cette absence d'étonnement, de réaction face à la violence que peut engendrer la technique sur la nature ou sur l'homme qui engendre paradoxalement une insensibilité. Nous ne ressentons plus la violence. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, bien évidemment, mais elle n'est plus ressentie comme telle, c'est-à-dire qu'elle n'est plus ressentie comme une action qui ne devrait pas être et dont on peut blâmer son auteur. Nous avons le sentiment illusoire d'une sécurité totale. Et c'est de ce sentiment illusoire que naît l'absence de détresse. Et même lorsque l'on veut prendre conscience de la détresse qui éventuellement, et même très probablement est la nôtre, on ne sort pas du domaine de la rationalité technique. Quand par exemple, nous voulons faire la comptabilité des ressources naturelles, des ressources animales, mesurer la santé de l'environnement par des taux de pollution, eh bien pour Heidegger, nous sommes encore dans le domaine de la technique, du mesurable et du calculable. Et finalement, cette comptabilité que nous dressons, cet état des lieux, eh bien, a peut-être pour but principal de nous rassurer et donc de nous dire que finalement, nous pouvons continuer ainsi. C'est cette évaluation chiffrée, si vous préférez, qui laisse croire que la déficience, la misère sont calculables et qui réintègre la technique dans le contre-projet qu'aurait pu être pour elle l'écologie. C'est pourquoi
l'écologie, pour Heidegger, appartient, elle aussi, au règne de la technique. C'est pourquoi il serait faux de faire de Heidegger, comme certains ont voulu le penser, un penseur de l'écologie. Ce que fait Heidegger, c'est autre chose. Il déplace la question de la violence parce qu'il considère qu'elle ne peut être résolue sur son propre terrain. Il considère, contre Marx, qu'on ne peut pas nécessairement répondre à la violence matérielle par une violence matérielle. Ce qu'il demande, c'est autre chose. Ce qu'il demande, c'est quel rapport de présence instaure la technique, ce qu'elle nous dévoile et en même temps ce qu'elle nous fait oublier. Et ce qu'elle nous dévoile, c'est bien l'absence de terre. La technique industrielle produit un déracinement, selon Heidegger. Le projet technologique exclut l'existence de quelque chose comme une terre. Ce qu'on appelle une terre, c'est-à-dire quelque chose qui serait non objectivable, non exploitable, qui demeurerait un surgissement de la nature. À la place de la terre, nous avons, au contraire, un espace neutre, un espace propre à l'exploitation technique et technologique, qui, finalement, ne laisse hors de sa souveraineté aucune région du monde. Si vous préférez, rien dans le monde, dans la nature, n'est épargné par l'extension du domaine de la technique. Même lorsqu'on réalise ce qu'on appelle un parc naturel, au fond, il n'y a rien de plus artificiel. C'est la nature qu'on a encadrée, englobée, délimitée, dans un lieu qu'on lui assigne et qui doit être le sien. Rien de plus artificiel que le parc naturel. Et cela, finalement, n'est possible que par l'illusion de la sécurité. Cette illusion qui porte en elle la violence qui est faite non seulement à la nature, mais aussi et surtout pour Heidegger, à l'homme en tant que tel. Le projet est celui d'une objectivation illimitée, où tout devient un objet technique à utiliser, dans un plan de calcul universel, mais que pourtant personne n'a tracé, et qui nous englobe également, nous aussi. La technique donne le sentiment faux d'une sécurité parfaite, elle retire tout sens à la recherche d'une dimension intacte du monde, et finalement, nous ne ressentons même plus la détresse qui est la nôtre. Ce processus, donc, petit 3, est un processus d'objectivation illimitée. En effet, l'homme moderne, nous dit Heidegger, se veut plus efficace que jamais. Il ne voit finalement qu'à travers le développement colossal de l'organisation, de l'information, de l'automatisation, de la consommation. Et il ne s'en inquiète absolument pas. Ce qu'il recherche, c'est à la fois l'accroissement de la productivité, mais aussi la plus extrême sécurité. Et cela n'est possible que parce que ce qui échappe à cette pensée du calcul, de la mesure, de l'exploitation, cesse tout simplement d'être éprouvé. Nous ne pensons plus en dehors de ça. Et au mieux, cela nous paraît un rêve un peu ancien et dépassé. Et c'est là, finalement, la plus grande peur de Heidegger. C'est que notre détresse, en tant qu'être humain, dans le monde moderne, ne nous apparaisse plus, qu'elle nous demeure insensible. C'est pourquoi on comprend un peu mieux, même sans être d'accord, la phrase de la conférence appelée « Sérénité », selon laquelle les bombes à hydrogène ne sont dangereuses que si elles n'explosent pas, car elles ne précipitent pas ainsi la fin de la métaphysique. Je vais aller vite et passer à la partie suivante. Quel sol nous propose
Heidegger, quel nouveau rapport à l'être nous propose-t-il donc de soutenir? Eh bien, il propose de se tourner vers ce qu'il appelle un pouvoir sans violence. Et ce pouvoir sans violence, pour Heidegger, se trouvera dans le domaine qui, en théorie, s'éloigne le plus possible de l'utilité, l'art, et en particulier la poésie. C'est donc le langage poétique qui lui permettra de redéfinir le concept de chose. Pourquoi ce choix du langage poétique? Eh bien, parce que la technique, vous l'aurez compris, est violente, mais elle est violente dans des formes qui sont extrêmement différentes. Elle contient des formes de violence proprement colossales, qu'on a vu se déployer notamment au XXe siècle, mais elle contient également des formes plus discrètes, plus cachées, plus larvées. Et notamment, une des formes discrètes de violence pour Heidegger, c'est la violence du langage. La violence du langage utilisé comme un instrument, la violence du langage qui objective l'être humain, la violence d'un certain langage managérial qui considère par exemple les êtres humains comme des ressources humaines, purement et simplement. Et c'est de ce fait que Heidegger considère que le langage est devenu un simple outil de communication qui exclut de plus en plus de lui-même toute capacité de montrer les choses. Nous n'avons plus besoin de la parole poétique et nous nous moquons gentiment de celui qui se présente comme un poète en se disant que, au pire, ça lui passera après le lycée quand il aura fait des vraies études. Le poète, finalement, est pourtant le seul, pour Heidegger, à être capable de nous sortir de notre anesthésie spirituelle et de nous montrer un nouveau rapport aux choses, de nous montrer un pouvoir sans violence. Ce pouvoir sans violence est ce qui doit, finalement, nous délier, lorsque nous abordons quelque chose, quelle qu'elle soit, de la notion de but et de finalité. Nous abordons toutes les choses comme des outils. Un outil, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui a été conçu en vue d'une certaine finalité et qui n'a été fabriqué et utilisé que pour cela. Il est normal d'aborder un outil sous le prisme de l'utilité. Le problème, c'est que nous abordons toutes les choses, en général, comme si elles étaient des outils, en nous intéressant qu'à sa cause, mais surtout qu'à son but ou à sa finalité. Et tout le but de Heidegger, ce sera de délier la notion de chose de celle de finalité, d'où l'intérêt grandissant qu'il montrera pour les œuvres d'art. L'œuvre d'art est par définition cette chose qui n'est pas faite pour être utile. Celle qu'on peut contempler, qu'on peut admirer, mais celle qui n'est pas conçue en vue d'un usage qui lui préexisterait. Finalement, toute conception qui fait écran entre nous et la chose devrait être écartée. Et pour cela, Heidegger prône ce qu'on appelle en allemand la Gelassenheit, ce qu'on traduit en général par le laisser être. Entendez dans le mot le verbe lassen, laisser. À la violence de la technique, Heidegger ne veut pas opposer une contre-violence, du moins pas une violence du même type. Il n'attend absolument rien de la confrontation avec la violence de la technique, dont nous sommes de toute façon dépendants. Ce qu'il cherche à penser, c'est une attitude, la Gelassenheit, une attitude qui serait finalement une issue, qui nous permettrait de sortir du terrain de la technique, sur lequel finalement nous ne pouvons jamais être gagnants. Voici ce qu'il nous propose. Il commence par nous dire que les organisations, les appareils, les machines nous sont certes devenus indispensables,
dans une mesure plus ou moins grande, et qu'il n'est pas question de donner l'assaut au monde technique. Pas question, si vous voulez, de revenir dans un monde extrêmement traditionnel, extrêmement rudimentaire, d'où seraient extirpées toutes les nouvelles technologies. Et nous ne pouvons pas non plus condamner ce monde comme l'œuvre du diable. Nous dépendons beaucoup trop de la technique. Imaginez, ne serait-ce que la disparition pour quelques jours d'Internet. Mais, nous dit Heidegger, nous pouvons nous y prendre autrement. Nous pouvons utiliser les choses techniques, nous pouvons nous en servir, mais en même temps nous en libérer, de telle sorte que nous conservions leur distance à leur égard. Autrement dit, il faut se contenter de se servir des objets techniques comme on en use, mais en même temps leur dire non, les empêcher de nous accaparer, les empêcher de brouiller, fausser et finalement vider notre être. Finalement, qu'en est-il du rapport à notre monde technique si nous faisons cela? Il devient merveilleusement simple et paisible. Nous admettons les objets techniques dans le quotidien. Nous ne pourrons pas nous en passer, ce serait un doux rêve que d'imaginer ça. Et en même temps, nous les laissons être non pas seulement des outils, mais des choses qui dépendent de quelque chose de plus qu'elles. Et c'est cela que Heidegger appelle la sérénité. C'est pour cela, et je finirai sur ce point, que Heidegger insiste sur les activités et l'importance des activités inutiles. Les activités inutiles sont celles qui font de nous autre chose qu'un consommateur, qu'un producteur, quelque chose qui montre que notre valeur ne vient pas uniquement du fait d'être un fonds disponible, dont la seule valeur tiendrait au fait d'être utile. Je vous remercie de votre attention.